Bonjour à tous, nous sommes en direct et même en public, ce qui fait bien plaisir, au Festival du Livre de Paris. Nous y sommes copieusement éclairés par des lumières artificielles, mais c'est du soleil et de sa lumière 100% naturelle que nous allons parler aujourd'hui. De nos jours, la lumière que nous adresse le soleil est souvent évoquée comme un détail du décor de nos vies. Elle est un prétexte à un désir de vacances, une simple source d'agrément, de plaisir en plein air ou de bronzage. C'est oublier que le soleil lui-même, et pas seulement sa lumière, a joué un rôle important dans l'histoire de la conscience de l'humanité. Il a pu être ici considéré comme un dieu, là comme une référence morale, ailleurs comme un guide pour la raison, voire comme un axe central structurant à la fois le monde et la pensée. Notre question de ce jour sera celle-ci. Que disent de nous, à travers les âges, nos façons plurielles de considérer l'astre du jour? Qu'a représenté le soleil aux yeux des humains avant que la science établisse le statut que nous lui attribuons aujourd'hui, celui d'une étoile de type naine jaune, somme toute assez banale? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Emma Karenini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie et vous venez de publier aux éditions Le Pommier un ouvrage intitulé Soleil, mythe au pluriel, histoire et société. Ma première question concernera votre rapport en tant que philosophe avec le soleil. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le soleil? En quoi c'est un sujet pour la philosophie et pour vous particulièrement en tant que philosophe? Alors c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée, d'abord d'un point de vue personnel parce que je viens du sud de la France, donc c'est un endroit où la lumière est très importante et c'est quelque chose qui structure un peu la vie quotidienne. D'un point de vue plus philosophique, ce qui m'a intéressée, c'est cette idée que le soleil, en fait, c'est cette énergie abondante, une sorte de don immense. C'est Georges Bataille qui le rappelait dans La part maudite. C'est la source et l'essence de notre richesse qui sont données dans ce soleil. Et toute la question et tout le paradoxe, en fait, c'est que c'est une énergie abondante. Nous sommes richissimes en énergie solaire et toute la question et toute l'histoire de l'humanité a tourné autour de la captation de cette énergie. Comment capter cette énergie, ce qui n'est pas si facile. Il y a un autre mythe aussi qui est très intéressant et qui pourrait peut-être illustrer un peu la thèse de mon livre. C'est le texte du mythe de Prométhée, donc qui est connu sous plusieurs versions, notamment dans Les Travaux et les Jours. Mais celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le Prométhée enchaîné d'Échille, où il raconte comment Prométhée donne la technique aux hommes, donne le feu aux hommes, et comment ça lui permet de devenir un homme. Et il raconte comment il apprend aux hommes à se servir de l'architecture et à construire des maisons, je cite, ensoleillées par le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on voit que l'homme passe d'un stade pré-technique à un stade technique et que cette émergence de l'homme, en fait, elle va vers la lumière, en fait. C'est une sorte d'histoire vers la lumière. Et que la maîtrise de l'ensoleillement, c'est quelque chose de très important dans l'émergence de l'homme. Mais quand on parle du soleil, il est rare qu'on parle du soleil, en fait. On confond le soleil et sa lumière. C'est vrai. Ou bien on confond le soleil et la météo. Par exemple, si je dis il fait grand soleil, quel rapport avec la taille du soleil? En fait, ça dit des choses sur la météo et rien sur la taille du soleil. Absolument. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur plusieurs registres? À la fois le soleil comme entité physique, le soleil comme symbole, oui. Le soleil comme source d'énergie, vous l'avez dit, ou tout simplement comme source de lumière. Oui, vous avez raison, on a un peu tendance à tout mélanger parce que nous, ce à quoi on a accès, c'est la lumière en fait, et la chaleur principalement. Le soleil en tant qu'astre, c'est plutôt l'objet des scientifiques, en tout cas à partir d'une certaine période de l'histoire humaine, c'est-à-dire à partir du moment où on peut l'observer avec la lunette. Avant, c'était l'objet plutôt de spéculation, de mythologie, d'histoire, pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est là, comment expliquer la nature. Donc effectivement, il y a peut-être une confusion conceptuelle. Il y a une autre phrase qui me laisse dubitative quand on dit « Quand le soleil se lève, les étoiles s'éteignent ». Elles s'éteignent pas, c'est qu'on les voit plus. Exactement. On est aveuglé par le soleil. Il y a trop de lumière. Oui, parce que il y a besoin aussi de ce point de vue plutôt scientifique qui permet d'observer les astres et le soleil avec les instruments techniques que sont la lunette et le télescope.
Emma Carini, dans votre livre, vous dites que la lumière tisse des liens entre les choses. Elle tisse également des liens, dites-vous, entre le monde et nos pensées. Est-ce que on a toujours pensé que penser le jour et penser la nuit, c'était deux choses différentes? Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Alors, je sais pas. Je pense que effectivement, l'alternance du jour et de la nuit a forcément structuré la pensée humaine. Et on n'a pas envisagé le monde de la même manière dans la nuit et sous le soleil, évidemment. Je pense par exemple aux sociétés agricoles. Les sociétés agricoles qui n'avaient pas encore la lumière artificielle, forcément, leur jour et leur quotidien étaient structurés par cette alternance. Et la nuit avait vraiment un sens de nuit. C'était beaucoup plus difficile de s'éclairer. Donc, quand le soleil se levait, peut-être que ça avait beaucoup plus de sens. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être perdu aussi. Oui, voilà. Et dans votre livre, vous tentez de tracer l'histoire du lien qu'il y a entre la philosophie occidentale et la lumière du soleil. Alors comment est-ce qu'on peut renseigner cette question? Quelles sont les archives que vous avez consultées? Est-ce que c'est la philosophie grecque qui va être votre source d'inspiration principale? Alors je suis partie en fait des écrits de Paul Valéry. Paul Valéry écrit, il se demande comment est née la pensée occidentale, comment est née la philosophie. Et il dit, demandez-vous comment pu naître une pensée philosophique. Et en fait, pour lui, la pensée philosophique, elle n'est pas dissociée de certaines conditions physiques, certaines conditions climatiques, géographiques, et ce n'est pas un hasard si la philosophie occidentale est née sur les bords de la Méditerranée. Il dit, finalement, la pensée, c'est pas quelque chose d'abstrait, et la lumière a joué un rôle très important dans la manière de voir le monde et dans la manière dont la philosophie est née. Pourquoi ? Parce que la lumière, c'est ce qui dessine les choses, c'est ce qui permet de dessiner les contours des choses. Dans la nuit, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de géométrie possible, il n'y a pas de mesure possible. Et la lumière, c'est ce qui permet la naissance de la géométrie, c'est ce qui permet aussi la mesure du temps. Et donc, il y a, je pense, avec Paul Valéry, l'importance du soleil et de la lumière dans la naissance de la philosophie. C'est Aristote qui disait que la lumière est très importante, c'est le sens le plus important dans le corps humain et la vision. Et c'est ça qui permet à la philosophie de naître, puisque grâce à la vision, vous allez pouvoir voir les choses dans leurs petites différences et donc distinguer les formes au sens aristotélicien et donc monter vers les idées, monter vers des choses un peu plus spéculatives. Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous dire que le soleil permet, en plus de celui du corps, un bronzage de l'esprit ? Voilà, oui, c'est une expression que j'ai utilisée dans mon livre. Effectivement, le soleil a aussi une importance pour la pensée et pas seulement pour le corps, qui est quelque chose peut-être qu'on a tendance à oublier, parce que nous, on a cette idée du soleil comme divertissement estival, comme le soleil des vacances, alors qu'en fait, le soleil, c'est aussi quelque chose qui a déterminé notre pensée, notre philosophie. Mais est-ce que vous n'êtes pas, là encore, en train de proposer une sorte de théorie de la météo qui serait l'analogue en plus cadencé de la théorie du climat de Montesquieu? Alors, je pense effectivement que, aussi fantasque que puisse paraître sa théorie, je pense qu'on peut tirer quelque chose de cette théorie de Montesquieu qui disait, en fait, l'histoire humaine, ce n'est pas juste ce n'est pas juste un enchaînement d'événements politiques, ce n'est pas juste quelque chose d'économique. On ne doit pas simplement l'analyser en termes politiques, économiques ou militaires. En fait, l'histoire humaine, c'est aussi déterminé par des causes naturelles. Et que le climat, la nature, finalement, ça a une influence sur les cultures, ça a une influence sur l'histoire humaine. Et de dire qu'il y a des conditions environnementales à l'histoire humaine me paraît pas tout à fait absurde. Mais est-ce que vous, en tant que philosophe, vous sentez que la météo, qu'il fasse beau ou mauvais, a une incidence sur non seulement sur votre humeur, ça c'est assez classique, mais sur vos idées même? Alors, sur l'humeur, bon, ça a été traité par beaucoup de scientifiques, et je laisse aux scientifiques. Peut-être qu'effectivement ça a une influence sur la manière de penser.
c'est beaucoup de philosophes rendent compte de l'importance du soleil dans leurs pensées. Je pense par exemple à Nietzsche, qui, lorsqu'il est malade, s'exile en Italie et dans le sud. On lui dit que le soleil est très important aussi pour sa santé. Et c'est là qu'il va élaborer ce qu'il appelle la philosophie de l'esprit libre. Donc, il fait l'éloge du soleil comme quelque chose de très important dans sa pensée, parce qu'il pense que la santé du corps va déterminer aussi la manière dont il va penser. Donc, probablement que le soleil et la lumière a une influence sur notre pensée. Après, c'est difficile de tout analyser, je pense. Est-ce qu'on peut dater l'apparition des premiers cultes solaires, cultes Absolument. du soleil? Alors, une hypothèse que je pose dans le livre, c'est l'idée que, effectivement, les cultes solaires n'ont pas toujours existé. Les religions n'ont pas toujours ne se sont pas toujours tournées vers le ciel ou vers le soleil. Et que c'est apparu à partir d'un certain moment dans l'histoire, qui est la révolution néolithique, autour de 8000-9000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'apparition de l'agriculture. Quand apparaît l'agriculture, les hommes commencent à se tourner vers le soleil comme une divinité. Alors, pour la raison d'abord très simple que le soleil, en fait, est le principe de la production alimentaire. Donc forcément, il est très important pour la production, pour ces sociétés agricoles, mais aussi parce que à partir du moment où les hommes se dotent de l'agriculture, en fait, leur relation à la nature va changer. En fait, avant, les divinités étaient plutôt locales. On avait le dieu de la forêt, le dieu de la rivière, des divinités dans la nature. Et avec l'apparition de l'agriculture, on se tourne vers une entité beaucoup plus abstraite, une entité supérieure qu'est le soleil, parce que aussi les sociétés s'agrandissent. Avec l'agriculture, en fait, une forme de prospérité. Les terrains s'agrandissent. Et donc, pour unifier tout ça, le soleil apparaît comme cette divinité très, très utile et pratique pour Mais si je vous comprends bien, c'est l'agriculture qui a fait passer de l'animisme Exactement. au culte du soleil. Oui, absolument. Donc, vous parlez d'animisme. En fait, l'animisme, c'est d'abord une manière de voir le monde qu'on a complètement abandonnée aujourd'hui. L'animisme, c'est cette manière de croire que toutes les choses du monde, en fait, ont la même intériorité que vous, mais pas la même extériorité. Donc, par exemple, les sociétés animistes peuvent penser que des animaux peuvent être des oncles ou des tantes. Enfin, ça paraît un peu bizarre, mais c'est très bien exposé dans les travaux de l'anthropologue Philippe Descola, qui montre qu'effectivement, il y a certaines tribus animistes qui pensent que des choses de la nature pourraient être des membres de leur famille. Et donc, on passe de l'animisme au naturalisme, donc à un autre rapport au monde, parce que l'agriculture, en fait, c'est le moment où l'homme commence à dominer la nature. Donc, avec sa technique, il va soumettre la nature à ses fins. La nature n'est plus son égale. Donc, il y a un changement vraiment de rapport à la nature, et l'homme commence à se considérer comme un être supérieur, enfin, en tout cas, une exception dans l'ordre de la nature par rapport aux autres animaux, par rapport aux autres êtres vivants. Et donc, on passe effectivement de l'animisme au naturalisme, où l'homme se considère comme distinct de la nature. L'homme devient un être d'antinature. Non pas au sens où il est contre la nature, mais au sens où il estime qu'il est transcendant par rapport à elle. Absolument, voilà, c'est ça. Il se considère comme une forme d'exception. C'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme humain, qu'on a du mal aujourd'hui d'ailleurs à abandonner, et que toutes les recherches sur le bien-être animal et les animaux essayent de contrer un peu, puisque bon, c'est aussi issu de toute une pensée occidentale sur la supériorité de l'homme, notamment à partir du christianisme, etc. Donc, la pandémie nous a quand même ramené à notre socle biologique. Absolument, voilà. Et pourquoi est-ce que vous associez, à plusieurs endroits du livre, vous associez le soleil à la fécondité? Le lien me paraît pas évident. Alors, bon, c'est un lien que je vous avais déjà exposé au début, c'est-à-dire c'est un peu cette idée qu'on retrouve en fait dans tous les systèmes de pensée, que le soleil, c'est le principe de la vie. On dirait, enfin, avec Georges Bataille, c'est cette idée que le soleil, en grec, principe, on dit arché. Arché, c'est à la fois le commencement
et ce qui commande. Le commencement, c'est-à-dire la source de la vie, ce qui est à l'origine de la vie, et ce qui commande la vie, c'est-à-dire ce qui l'ordonne, puisque c'est ça qui ordonne l'alternance du jour et de la nuit, les saisons, etc. Et donc cette idée que le soleil est associé à la fécondité, à l'abondance, c'est une idée qu'on retrouve dans les sociétés agricoles, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, et que certains auteurs, je pense par exemple à Jacqueline de Romilly, à Marcel Pagnol, à Giono, tous ces auteurs, à Camus aussi bien sûr, tous ces auteurs qui essayent de rappeler qu'en fait le soleil c'est quelque chose d'important dans cette fécondité. C'est une forme de principe de vie. Et ce sont des auteurs qui essayent de nous apprendre à voir la lumière. C'est une expression de Romilly. Voir la lumière. On ne voit plus la lumière aujourd'hui. Elle passe sur nous comme quelque chose d'évident. Or, ça peut être... Vous voulez dire qu'on l'a dépoétisée ou qu'on l'a... je pense qu'on l'a banalisé en fait, peut-être avec aussi. À cause de la lumière artificielle qui lui fait concurrence. Exactement, voilà, peut-être avec forcément, effectivement, avec la lumière artificielle, mais aussi historiquement, je pense que ça date de l'émergence d'une vision plus scientifique en fait du monde, et donc peut-être moins poétique ou moins mythique. Mais on pourrait dire que la science moderne est apparue au XVIe siècle avec Galilée et Newton, mais le fonctionnement du Soleil, sa compréhension est quand même très tardive. C'est les années 1930, on découvre le neutron et on comprend qu'à l'intérieur du Soleil, il y a de l'hydrogène qui fusionne. Et donc pendant très longtemps, il a été même pour les scientifiques quelque chose de très mystérieux. Exactement, sa compréhension scientifique est très tardive, et parce que en fait, elle est conditionnée par des outils techniques. Tant qu'on n'a pas les outils techniques pour l'observer, c'est impossible. Justement, comme aujourd'hui on considère que le monde est régi par des lois physiques bien comprises, notamment à propos du Soleil, on sait bien que ça n'a pas toujours été le cas, mais est-ce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où les humains, ont pensé que leur comportement d'humain avait des conséquences sur le Soleil, sa trajectoire, pareil pour les planètes? Est-ce qu'on avait l'impression que notre comportement avait des incidences cosmologiques? Absolument. Effectivement, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on se conçoit comme distinct de la nature. La nature a sa vie, en tout cas, on n'est pas liés. Alors que effectivement, il y a eu des périodes dans l'histoire où, et je pense par exemple à l'Égypte antique, à l'Égypte pharaonique, qui croyait que en fait le monde était régi par un principe qui s'appelle le Maat, M-A-A-T, qui était une forme de principe directeur qui tirait le soleil donc de l'est à l'ouest, du matin jusqu'au soir, et qui ensuite la nuit le tirait d'ouest en est, et le soleil en fait il pensait qu'il luttait contre des forces du chaos la nuit, et que peut-être il ne se lèverait pas le matin, peut-être que en fait il ne vaincrait pas ces forces du chaos, et donc il y avait un peu cette idée que le soleil pourrait ne pas se lever. Alors que pour nous, qui sommes imbus de science, qui croyons que le monde est régi par des lois régulières, qui sommes en quelque sorte dans un sentiment de sécurité face au monde, en fait, pour nous, c'est très surprenant de se dire le soleil pourrait ne pas se lever le matin. En fait, si, il y a des gens qui l'ont cru, et de voir le soleil se lever le matin, c'était peut-être quelque chose, une sorte de victoire qu'ils admiraient d'autant plus. Mais ça devait être encore plus terrible quand il se levait et que quelques heures plus tard, il était caché à cause d'une éclipse. Alors, oui, est-ce que les éclipses ont toujours fait peur? En tout cas, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, si les Romains, les Grecs avaient peur des éclipses totales du soleil? Les éclipses, on en a eu peur jusqu'à qu'on puisse les comprendre. Mais tant qu'on n'a pas les moyens de les comprendre, effectivement, ça fait peur. Puisque, en plus, on est principalement dans des sociétés agricoles. Donc, vous imaginez que quand le soleil s'éteint, ça crée des paniques. Dans le livre, je cite plusieurs exemples. Vous avez, par exemple, les Incas qui essayent de comprendre et donc qui construisent des sortes de mythologies. Ils pensent que le soleil est en train de combattre avec un monstre.
et que il faut l'aider. Donc ils sortent avec leurs casseroles, avec leurs chiens, leurs enfants, faire un vacarme pas possible pour faire en sorte que le soleil puisse s'en sortir dans ce combat. Vous avez aussi en Chine par exemple, on pense que c'est un combat entre la lune et le soleil. Et toutes sortes de mythologies dans plein d'endroits du monde qui essaient d'expliquer ces éclipses et la possible fin du soleil, puisque c'est ça le problème en fait. C'est est-ce que le soleil va renaître, est-ce que le soleil va sortir vainqueur de ce combat. Donc oui, c'était un peu ça le problème. Et qui est-ce qui a arraché le soleil aux dieux? Alors, parce que nous on parle de Copernic qui a démontré que la Terre tourne autour du soleil, on y reviendra. Mais vous racontez qu'il y a eu des héliocentrismes bien avant Copernic. Absolument. En fait, l'héliocentrisme, c'est-à-dire cette idée que le Soleil est au centre, entre guillemets, enfin on verra que c'est pas tout à fait ça, mais que le Soleil est au centre et que nous tournons autour du Soleil, normalement, effectivement, on le date dans les livres d'histoire au moment de la science moderne, c'est-à-dire à la découverte de Copernic, Galilée, etc. En fait, l'héliocentrisme, c'est une hypothèse qui avait été posée bien avant par beaucoup de cultures. Les Incas, les Égyptiens étaient héliocentristes, et vous avez aussi un épisode, notamment dans la Grèce antique, Aristarque de Samos, qui va poser cette hypothèse, qui va dire que, en fait, le Soleil est peut-être au centre, peut-être que nous tournons autour du Soleil, et peut-être que le schéma aristotélicien qui a fait autorité jusqu'au Moyen-Âge, en fait, n'était pas si vrai. Bon, on va pas chipoter, mais en effet, la phrase « la Terre tourne autour du Soleil », qui semble résumer la vérité scientifique la plus absolue, qui signe l'entrée de la science dans son ère moderne, en fait, elle est fausse. Oui. Parce que quand on dit cela, on laisse entendre que le Soleil occupe un centre particulier, donc c'est un référentiel particulier. Or, la théorie d'Einstein de 1915, qui s'appelle la relativité générale, part du principe que tous les référentiels sont équivalents. Donc il n'y a aucun référentiel dont on puisse dire qu'il est différent des autres. Or, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous sous-entendez que le Soleil est un référentiel spécifique, un peu différent des autres. Et donc cette phrase qui signe en tant que symbole la vérité scientifique la plus définitive, en fait, il faudrait la reformuler pour tenir compte du fait qu'on ne comprend plus la gravitation comme on la comprenait du temps de Newton. Et même quand on dit effectivement la Terre tourne autour du Soleil, on présuppose aussi que l'univers est fini. Or, l'univers n'est pas fini. Et l'univers, en plus, n'a pas qu'une étoile. Il a des milliers d'étoiles, et en fait, il a des milliers... voilà. Vous pouvez aller aux centaines de milliards, si vous voulez. Des milliards de soleils, en fait. Il n'y a pas qu'un soleil. Donc, effectivement, c'est une phrase à prendre avec des pincettes. Mais justement, cette théorie d'Einstein, elle a pu recevoir une première preuve observationnelle grâce à une éclipse du Soleil. En 1919, au mois de mai, le 29 mai 1919, une éclipse totale du Soleil est annoncée dans l'hémisphère sud. Et un Anglais qui s'appelle Eddington, qui est contre la guerre, il est quasiment antimilitariste, veut prouver en tant qu'Anglais qu'un savant allemand, Einstein, avait raison contre un Anglais, Newton. Il a fait une observation qui a montré que la lumière envoyée par les étoiles fixes indique des positions qui ne sont pas les mêmes que quand le Soleil n'est pas là. Et ça, on peut le voir lors des éclipses. Et ça a été un événement qui a bouleversé tout le monde. Einstein est devenu très connu dans le monde entier parce qu'il avait changé le statut des liens entre la lumière, la matière, l'espace, le temps, et c'était l'annonce de ce qui était désiré après la Première Guerre mondiale, à savoir une révolution dans la façon de penser. Ah d'accord, j'ignorais que c'était une éclipse de soleil qui avait marqué cet événement. Alors, est-ce que le soleil, je vous pose la question, mais je connais la réponse parce que vous la décrivez dans votre livre, est-ce que le soleil, par le statut qu'on lui a donné, a joué un rôle dans la constitution des monothéismes ? Oui, absolument. En fait, le soleil a été beaucoup utilisé par des élites dirigeantes pour fonder leur système religieux. On peut penser effectivement au premier monothéisme, enfin ce qu'on appelle le premier monothéisme d'Akhenaton en Égypte antique, qui en fait va prendre un dieu local, Aton, et en faire le seul dieu. Il va fonder ce qu'on appelle le premier monothéisme.
Et c'est pas simplement pour des questions de croyances religieuses, c'est aussi pour des questions stratégiques en fait. C'est politique. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, il destitue un peu le pouvoir sacerdotal de son pouvoir et il permet en fait de fonder la légitimité de son pouvoir sur un astre qui est supérieur et transcendant à tous les autres astres en fait. Donc il y a effectivement cette utilité politique qu'on retrouve aussi à d'autres périodes. Vous avez par exemple sous l'Empire romain tardif un certain Aurélien qui va réinstaurer un culte solaire, ce qui est assez étrange pour l'Empire romain. Pourquoi ? Parce que son territoire est tellement grand, il se retrouve avec un peuple tellement bigarré qu'il ne sait pas comment l'unifier, il ne sait pas comment fonder en fait son autorité. Et il va donc instaurer ce culte solaire, donc ce monothéisme au dieu soleil. Et l'avantage, c'est que en fait, le soleil ici est à la fois quelque chose de très concret, tout le monde sait à quoi ça fait référence, et en même temps quelque chose d'assez abstrait, pas anthropomorphique, qui n'a pas de nom propre, et donc dans lequel peuvent se reconnaître d'autres petites religions plus locales. Et donc c'est un opérateur d'unification en quelque sorte. Et Emma Karenini, ça veut dire que le soleil a permis de construire l'idée d'universel ? On pourrait dire ça comme ça ? Vaste sujet. Est-ce que ça a permis de la construction de l'universel ? En tout cas, vous montrez qu'il n'y a pas d'opposition, en tout cas au début, entre le christianisme et le culte solaire. Ils ont cohabité pendant un certain temps sans s'exclure. Exactement, c'est-à-dire que le christianisme aussi a beaucoup d'éléments de ces cultes solaires, même si ils sont pas tout à fait explicites, mais en fait c'est assez évident. On le voit concrètement dans, par exemple, l'orientation des églises qui doivent toujours être orientées d'une certaine manière, qui doivent être orientées de telle sorte que la lumière puisse rentrer précisément sur l'autel du saint le jour de la fête du saint, etc. Donc on utilise en fait aussi dans la religion chrétienne cet astre comme quelque chose de... C'est-à-dire que le statut qu'on accorde au soleil a toujours eu des effets sur l'architecture. Ah oui, absolument. Des temples et puis aussi des habitations, un peu plus tard. Oui, absolument. Donc sur les habitations, vous pensez par exemple à des temples, le temple du soleil popularisé par Hergé. Qu'est-ce qui nous indique de ce que les Incas pensaient du soleil ? On voit dans ce temple effectivement que le soleil était un élément central de leur vision, et pour célébrer un peu la brillance du soleil, ils mettaient de l'or partout, qui est assez intéressant, notamment quand on lit les écrits des découvreurs, parce que en fait pour eux c'était une valeur marchande, alors que pour les Incas c'était juste quelque chose qui brillait. Donc il y avait quelque chose effectivement de très important dans l'architecture des Incas, dans aussi les temples romains qui utilisent le soleil, et dans les églises chrétiennes, enfin il y a effectivement un fil à tirer. Vous avez rappelé tout à l'heure que le soleil a structuré notre emploi du temps. Pendant très longtemps on n'a pas travaillé la nuit, et pour cause, il n'y avait pas de lumière. Alors depuis quand est-ce qu'on travaille la nuit ? Et est-ce que la législation du travail s'est intéressée très vite à ces questions ? Oui, absolument. Alors, en fait, on a changé complètement notre manière de voir le temps dans les sociétés agricoles, donc de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. La vie quotidienne, elle est rythmée par le soleil. On n'a pas de lumière artificielle, et le soleil, c'est cette indication temporelle. Pendant la journée, on se réfère au ciel pour voir à peu près où on en est. Est-ce qu'on est au début de la journée, au milieu de la journée, à la fin de la journée ? Mais on n'attend pas du soleil non plus une indication exacte comme nous quand on regarde notre montre à la minute ou à la seconde près. Donc les jours n'étaient pas divisés en 60, avec à chaque fois 60 minutes, 60 secondes. En fait, c'est l'alternance du jour et de la nuit, et toutes les journées en fait varient en fonction de cet ensoleillement,
la première heure, c'est l'aurore, la dernière heure, c'est le crépuscule. Et donc, vous avez des journées beaucoup plus courtes en hiver, des journées beaucoup plus longues en été, mais à chaque fois, la vie, elle s'adapte à cet ensoleillement. Ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, évidemment, puisque parfois, on sort du travail à pas d'heure quand il fait nuit. Et c'est quelque chose qui était pas concevable, en fait, à l'époque. Vous avez effectivement, comme vous le rappeliez, des luttes juridiques qui s'installent notamment au Moyen-Âge quand des maîtres essayent de rallonger la journée de travail, notamment grâce aux cloches qui... les cloches de travail. On les appelle les cloches de travail. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils essayent de rythmer plus artificiellement la journée de travail. Et donc, les ouvriers qui se rebellent en disant non, c'est pas possible. En fait, la journée elle s'arrête quand le soleil se couche, et vous allez pas nous faire travailler après le coucher du soleil, c'est pas possible. Donc le soleil est un peu cette sorte de référence de justice sociale parce que on se réfère à la limite naturelle de la journée pour dire que c'est la limite de la journée de travail, en fait. Le maire de Provins qui avait institué ces cloches de travail a été assassiné en 1282 pour avoir voulu obliger les ouvriers à travailler la nuit. Oui, enfin, une partie de la nuit. Une anecdote que j'ai rappelée dans le livre. Pas très... Et alors vous vous rappelez Emma Karenini, que les économistes décrivent le soleil comme un bien non rival. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est pas tout à fait les économistes qui en parlent, mais effectivement, j'utilise la grammaire des économistes pour en parler. Pourquoi ? Parce que quand on parle du soleil, en fait, le soleil, si on réfléchit bien, c'est un peu le premier bien commun. C'est tout le monde doit avoir accès au soleil, tout le monde doit avoir sa place au soleil. Et du coup, c'est un bien non rival, c'est-à-dire que la quantité de soleil que vous allez recevoir n'a aucune influence sur la quantité de soleil que votre voisin va recevoir. Et donc, c'est un peu le premier bien commun, comme les océans, comme l'air que nous respirons, comme l'atmosphère, toutes ces choses qui, en fait, auxquelles tout le monde peut avoir accès. Et dans le droit romain, d'ailleurs, on retrouve cette catégorisation entre ces biens communs auxquelles tout le monde doit avoir accès. Il y a les choses ensuite privées qui appartiennent aux personnes privées. Puis il y a les choses publiques qui appartiennent à l'État, comme les routes. Et donc, il y a effectivement cette idée que le soleil est un bien commun et que tout le monde peut avoir sa place au soleil. Revenons à une période plus récente, la mode du bronzage. Ah oui. De quand date-t-elle et pourquoi est-ce que jusqu'à récemment, les femmes devaient avoir un teint de lait, comme vous dites, c'est-à-dire montrer qu'elles ne mettaient pas leur visage sous le feu du soleil. Alors, ce qui est intéressant quand on étudie l'histoire de l'exposition au soleil, en fait, on voit que ça a beaucoup changé et que cette idée qu'il faut aller bronzer au soleil pour être beau en fait, ça, c'est quelque chose d'assez récent, évidemment. Pendant très longtemps, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, enfin, en tout cas en Occident, vous avez cette idée que l'ensoleillement et le bronzage, surtout, c'est un peu une marque sociologique, en quelque sorte. Ça vous marque. Si vous êtes bronzé, en fait, ça veut dire que vous passez votre journée à travailler dans les champs. Et donc, effectivement, certaines classes sociales font tout pour éviter le bronzage, pour éviter en fait cette marque corporelle qu'on a. En fait, on a totalement perdu ce sens puisque après, au XXe siècle, vous avez donc cette idée que c'est aussi un marqueur sociologique, enfin inversé en quelque sorte, puisque les classes sociales supérieures sont les seules à pouvoir aller en vacances au soleil, et donc si elles sont bronzées, c'est une manière aussi de montrer leur supériorité sociologique. Donc c'est quelque chose qui a changé en fait dans l'histoire. Mais l'expression bain de soleil, elle est quand même très curieuse si on s'y arrête. Un bain de soleil. Ouais. Est-ce qu'on sait dater l'apparition de cette expression ? Alors le bain de soleil, en fait, c'est quelque chose qui date en fait du 19e siècle. C'est-à-dire un moment
où on comprend en même temps que les méfaits en fait de l'industrialisation, les gens s'amassent dans les villes, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a effectivement la lumière artificielle, ce sont plus des sociétés agricoles, donc leur production repose sur un mode de production industriel, et donc on oublie cette lumière, et en fait il y a beaucoup de maladies qui naissent dans certains quartiers, dans certaines banlieues des grandes villes. Et donc, en même temps, en fait, qu'on constate les méfaits de cette industrialisation, naissent tout un tas de théories médicales sur les bienfaits de l'ensoleillement sur la santé. On commence à comprendre que l'ensoleillement, en fait, est très important dans la santé, et ça s'inscrit aussi dans une critique de toute la médecine médicamenteuse, la médecine chimique. En fait, on se dit, mais en fait, pour guérir les gens, il vaut mieux pas leur donner des médicaments, il vaut mieux le mettre dans des environnements agréables, avec de la lumière. Et donc, le bain de soleil, en fait, c'est issu de cette période. C'est cette période où on envoie dans des solariums des gens pour se guérir de la tuberculose et de toutes sortes de maladies. C'est le moment, par exemple, où on envoie le fameux poète John Keats en Italie pour se guérir de sa tuberculose et faire un bain de soleil. Mais est-ce que c'est avéré, ça, que les gens qui vivent au soleil ont une meilleure santé que ceux qui sont moins exposés? Ça, je pose la question scientifique. C'est pas ma discipline. En tout cas, il y a cette croyance, au moins une croyance peut-être d'une connaissance, qui a un lien entre soleil et santé. D'ailleurs, Emma Karenini, vous savez que dans cette émission, on aime beaucoup les anagrammes. J'en ai 2 à vous proposer qui ont été trouvés par Olivier Garcia, et j'aimerais avoir votre réaction à l'une et l'autre. L'anagramme de le système solaire. Ça donne « et le Messie royal ». Ça vous intéresse? Le système solaire et le Messie royal. Ça renvoie au culte solaire, il me semble. Et le Messie royal. Ouais, Ah oui, effectivement, il y a encore cette idée de la royauté. En fait, en plus, c'est intéressant parce que le soleil, en plus, est utilisé par de nombreux rois. On pense au roi soleil. Donc, un peu cette symbolique du pouvoir, en fait. Et la lumière solaire a pour anagramme, elle a irisé l'amour. Alors là, oui. Bon, ça on m'avait dit que vous étiez friand des anagrammes, j'avais pas prévu la question. Une sonde a été lancée il y a quelques années qui orbite autour du Soleil, qui s'appelle Solar Explorer, qui a envoyé ses premières images, peut-être l'avez-vous vu, celle du 7 mars 2022. On voit une photo du Soleil avec ses éruptions, et très loin dans le noir, on voit un petit point qui est la Terre. Est-ce que le fait de voir à la fois le Soleil depuis l'arrière, et puis la Terre toute petite qui forme un petit point blanc dans l'obscurité du ciel, ça pourrait changer notre façon de le considérer? Ah bah, c'est assez évident. C'est-à-dire que ça invite à l'humilité, ce genre d'image, évidemment. Notamment sur la taille et en même temps, c'est tellement distant que... Et puis il y a une autre information, une autre découverte, on pourrait dire, qui a été faite en 2016. On a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein un siècle avant, en 1916. C'est des vibrations de l'espace-temps qui se propagent. En l'occurrence, elles avaient été produites par la fusion de 2 trous noirs il y a 1,7 milliard d'années. Ça veut dire que depuis cette époque-là, donc depuis quelques années, nous avons des informations sur l'univers qui viennent d'autre chose que de la lumière. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça ne va pas relativiser l'importance du Soleil pour nous? Ah bah, probablement, oui. Ça, c'est une question peut-être plus scientifique. Et dernier point, là c'est vous qui en parlez, vous parlez de la fusion nucléaire. Ah oui. Vous dites on vise à produire sur Terre le même type d'énergie que celle que le Soleil réalise tout seul, fusion d'hydrogène. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Parce que le Soleil, qui est un réacteur nucléaire, en effet, c'est un très très mauvais réacteur nucléaire. 1 mètre cube de Soleil dans l'endroit le plus chaud produit 800 watts. 800 watts par mètre cube. C'est moins qu'un corps humain. Un corps humain, c'est 100 watts au repos. Et le volume d'un corps humain, c'est moins d'1 mètre cube. Donc, un corps humain émet plus de lumière que1 mètre cube de Soleil. Ah oui, d'accord. Donc, faut surtout pas l'imiter. Ce que fait le Soleil, c'est qu'il prend de l'hydrogène, des protons. Ils peuvent pas fusionner ces protons parce qu'ils ont une charge électrique qui fait qu'ils se repoussent. Et il attend qu'il se passe un petit miracle. C'est-à-dire que un des protons se transforme en neutron par radioactivité bêta.
Et à ce moment-là, le proton perd sa charge électrique, puisqu'il devient un neutron, et la fusion peut se faire. Ça donne du deutérium. Et c'est un phénomène très rare, ce qui fait que le Soleil met des milliards d'années à consommer son hydrogène. Donc sur Terre, si on veut de l'énergie abondante, il faut surtout pas limiter. Et d'accord, parce qu'il y avait... Et donc on utilise une autre interaction qui s'appelle interaction forte, et on essaie de faire fusionner des isotopes de l'hydrogène. Deutérium, tritium. Je dis ça parce que oui. On dit souvent qu'on cherche à mettre le Soleil en boîte, etc. Et ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit sur la fusion nucléaire, recréer l'énergie du Soleil. Donc je vous prends au mot. C'est peut-être pas aussi efficace qu'on croit. Et c'est probablement lié aussi au mythe de l'abondance en fait qui est lié au Soleil. On croit que une fois qu'on maîtrisera cette énergie, on aura l'énergie en abondance qui résoudra tous les problèmes. Peut-être que c'est faux. Qu'est-ce que voulait dire Nietzsche et Emma Karenini quand il disait qu'il fallait philosopher à midi? Alors, il a probablement voulu dire des milliers de choses. Moi, ce que j'ai compris dans ce passage, c'est l'idée que quand vous êtes à midi, le soleil donc est au zénith, et donc les choses n'ont pas d'ombre. Et cette idée que les choses n'ont pas d'ombre, c'est un peu pour dire philosopher à midi, ça veut dire ne pas se laisser appesantir par des conventions, par les préjugés qui seraient ces ombres sur les choses. Philosopher à midi, c'est philosopher en pleine lumière en quelque sorte, et ne pas se laisser appesantir par l'hypocrisie aussi peut-être de certaines pensées, par certains préjugés. C'est quelque chose qu'il a développé dans sa philosophie de l'esprit libre. Eugène Guilevic, un poète, disait le soleil ne sait rien de l'ombre. Le soleil ne sait rien de l'ombre? Non, il n'en voit pas. Il en produit. Non, bien sûr. Oui. Et vous dites, Emma Karenini, en conclusion, vous dites que la lumière du soleil, désormais, nous laisse indifférents. Oui. Vous en êtes sûr de ça? Moi, j'ai plutôt l'impression inverse. Peut-être que... On y revient, enfin en tout cas effectivement on a bien conscience que le soleil et cette lumière est importante dans la psychologie d'abord et puis dans nos vies quoi. Il y a quelque chose peut-être de très important dans ce lien entre le bonheur et la lumière. En tout cas c'est quelque chose qui est très présent dans les représentations, dans la mythologie. Peut-être qu'on ne peut pas concevoir le bonheur sans cette lumière en fait. Il y a beaucoup d'utopies qui sont là pour le montrer. En fait, on ne peut pas concevoir le bonheur social indépendamment de certaines conditions environnementales et accessoirement de cette lumière. Mais à vous entendre, on a l'impression que vous considérez que la science, le fait qu'on comprenne le fonctionnement du Soleil et plus généralement des étoiles, on sait même comment elles ont fabriqué les atomes dans l'histoire de l'univers, ça a retiré au Soleil un peu de sa magie. Et vous semblez le regretter. Non, je ne le regrette pas. Enfin, c'est juste un autre point de vue. Le fait que la science enlève la magie aux choses, c'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, c'est une forme de désenchantement du monde, comme on dit. C'est-à-dire que comme la science explique les choses, elle déplie. Forcément, il n'y a plus de mystère, évidemment. Mais après, c'est Bachelard, que vous connaissez bien, un grand philosophe, disait qu'on peut connaître la science sans que cela détourne de la poétique des choses. Il y a même une certaine poétique qui peut être fécondée par la science. Bien sûr, bien sûr. Je pense que vous avez raison. Il ne faut pas opposer une vision scientifique et une vision plus poétique. Enfin, ça serait un peu schématique. Vous avez raison. Merci en tout cas d'être venu, Emma Karenini, à la question science. Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule Soleil, avec comme sous-titre Mythe au pluriel, c'est important. Histoire et société. C'était Question de science par Étienne Klein. C'était Science en question par Étienne Klein. Je me trompe toujours, je me trompe une fois sur deux. Émission réalisée avec la collaboration de Thierry Beauchamp. À la technique, plusieurs personnes, puisque nous sommes en direct au Festival du Livre de Paris.